Bonjour à tous. Donc je suis David Dumont, directeur général de Participe. Participe, c'est un éditeur de logiciels, de solutions pour l'industrie du financement participatif. Et aujourd'hui, je vais vous parler du financement participatif, des plateformes, comment financer son projet via le financement participatif. Donc je voulais faire un petit tour de table ici. Qui a déjà entendu parler du financement participatif? Je pense que quasiment tout le monde. Qui est porteur de projet, entrepreneur? Je pense qu'il y a pas mal de monde aussi. Et qui a déjà participé à un projet en tant que contributeur ou investisseur? Si, une personne, deux personnes. D'accord. Ok, donc on va parler du financement participatif. Bon, la définition Wikipédia, on finance. Vous êtes éditeur, vous n'êtes pas opérateur. Je ne suis pas une plateforme de financement participatif, donc je vais parler avec une certaine neutralité ici pour vous conseiller un petit peu quelle plateforme aller voir, quels sont les plus et les moins sur un type de financement ou un autre. Donc le financement participatif, c'est financer un projet par la foule. Voilà, c'est l'idée d'un grand nombre de personnes qui vont contribuer avec des petites sommes et au final on va avoir une somme relativement importante qui va être réunie. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur cette slide, mais avant, pour financer son entreprise, on faisait appel à ses amis, à sa famille, via la Love Money. Donc, on réunissait une certaine somme. On avait également l'argent, donc l'autofinancement via ses clients. On a toujours des business angels, des accélérateurs, etc. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette slide-là, mais en gros, aujourd'hui, on a le crowdfunding qui intervient sur toute cette partie ici, même jusqu'à quasiment la maturité de l'entreprise. On va voir tout à l'heure pourquoi. Alors, le crowdfunding, niveau global, c'est en très très forte croissance au niveau mondial, même en France. Vraiment, c'est une industrie qui est sur des croissances assez énormes. Aux États-Unis, on a 1,6 milliard qui a été financé en 2012 sur des projets de financement participatif. En Europe, c'est un petit peu moins, c'est quasiment 1 milliard d'euros. Et dans le monde, on recense plus de 500 plateformes de financement participatif. Donc on a énormément d'acteurs, plateformes de financement participatif qui proposent donc de réunir des porteurs de projets et de mettre en face des personnes qui vont participer, des investisseurs. En France, on a déjà 1 million de personnes qui ont contribué à des projets de financement participatif. Ça, c'était des chiffres de 2012 aussi, donc aujourd'hui, ça doit être un petit peu plus, sur 44 000 projets financés. Et donc, c'est des contributions et des projets financés qui sont en croissance de 100% par an. Donc, c'est vraiment un marché qui est en très forte croissance. Qu'est-ce que ça veut dire, contributeur? Contributeur, c'est une personne qui va participer à une opération en don contre contrepartie. Donc je vais donner 5 € à un projet parce que j'ai des affinités avec ce projet, donc sans contrepartie. Ou alors je peux avoir des contreparties. Je peux aussi être investisseur ou je peux aussi être prêteur. Donc là, on va détailler les 3 types de financement participatif. Donc ça, c'est ce que je viens d'évoquer. C'est le don. Alors ça peut être du don pur, ça peut être du don contre contrepartie. Voilà, c'est le premier type de financement participatif. Donc quand on parle de financement participatif, on ne fait pas le distinguo entre don, entre prêt, entre equity. Mais en fait, il y a ce distinguo qui doit être fait. Et donc on a vraiment 3 types de financement participatif vraiment distincts et chacun a ses particularités et un projet va pouvoir être financé via un type de financement participatif mais ne correspondra pas forcément à un autre type de financement participatif. Alors, ce qu'on constate en France, c'est qu'on a une majorité des contributions en volume qui sont faites sur des projets de prêt. En equity, c'est un peu plus faible pour plusieurs raisons. C'est un petit peu plus technique. Il faut avoir faut être un petit peu investisseur à la base pour aller investir dans un projet en equity. Donc je vais définir ce que c'est tout à l'heure. On va rentrer un petit peu plus dans le détail et comprendre chacune des caractéristiques des financements participatifs. Alors en France, les pionniers, c'est My Major Company, donc vous en avez certainement entendu parler. My Major Company, en fait, c'est pour financer des projets musicaux, donc la production de projets musicaux. WeSeed, c'est une plateforme de financement participatif en equity, donc le but c'est de devenir actionnaire de start-up. Et puis après, donc on a KissKissBankBank, c'est une plateforme de don contre contrepartie. Ulule, don contre contrepartie également. Prêt d'union, c'est un petit peu spécial, c'est des particuliers qui vont prêter à d'autres particuliers, mais on mutualise tout ça. C'est-à-dire que moi je suis particulier, je ne vais pas prêter
à un particulier en particulier, je vais prêter à un conglomérat de gens. Donc ça diminue un petit peu les risques pour moi particuliers. Je ne risque pas d'avoir quelqu'un qui ne va pas me rembourser en face. Donc c'est une forme de financement participatif un petit peu spéciale. Je ne vais pas trop l'évoquer dans cet atelier. On a Anaxago qui est une plateforme assez similaire à WeSeed. On a Uniland qui est un des premiers sites qui fait du prêt. Alors c'est pas vraiment du prêt, on va voir tout à l'heure pourquoi. Donc on a beaucoup de plateformes qui se créent et notamment dans le prêt, il y a une nouvelle réglementation, je vais l'évoquer aussi, qui fait qu'on a beaucoup de plateformes de prêt qui vont voir le jour là dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Alors, donc je vais parler du don contre contrepartie. Donc, vous connaissez peut-être Kickstarter, qui est une plateforme américaine qui a financé plus d'1 milliard, je crois, $1 milliard de projets. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple de ces imprimantes 3D. Donc en mai 2014, ils finançaient leur projet sur Kickstarter et ils demandaient à la base $50 000. Au bout de 24 heures, ils ont récolté $1 million et au total, ils ont récolté plus de 3,4 millions de dollars répartis sur presque 12 000 bakers. Donc bakers, c'est les contributeurs, on appelle ça comme ça en anglais. Donc ça a été relativement fulgurant. Donc on a pas mal d'exemples comme ça sur Kickstarter. Sur des plateformes françaises, on a aussi ce type d'exemples. C'est des sommes pas aussi élevées, mais il y a des projets qui ont vraiment du succès dans leur campagne. Comment ? Alors, les contreparties sur l'imprimante 3D, c'était, alors typiquement, c'est je donne $5, je donne $10, merci. Je donne $200, je vais avoir une imprimante 3D. En fait, elle vaut beaucoup plus l'imprimante 3D, mais comme je suis ce qu'ils appellent un early bird, c'est un premier client en quelque sorte, je vais avoir un gros discount sur l'imprimante 3D et donc je vais être un des premiers à croire en ce projet-là. Donc ça peut être réservé à 50 personnes et puis après c'est un petit peu plus cher. Donc les premiers qui participent, finalement, ils ont un sacré rabais sur l'imprimante 3D. Non, là c'est du don contre contrepartie. L'equity, on en parle tout à l'heure. Alors, sur les plateformes de dons contre contrepartie, donc type Ulule, KissKissBankBank, on a des taux de réussite entre 55 et 65%. C'est-à-dire que si vous mettez un projet sur ces plateformes-là, en moyenne, voilà, vous allez avoir un peu plus d'une chance sur deux de financer votre projet. La contribution moyenne des gens, c'est 50 €. Et l'objectif moyen pour un porteur de projet, c'est de demander 4 000 €. Alors, la statistique qui vient après, c'est dès que j'ai atteint 41% de la somme que je souhaite financer, en gros, j'ai quasiment toutes les chances de finir et d'atteindre mon objectif. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une grosse importance sur le début de la collecte. Alors après, c'est aussi intéressant de voir un petit peu quel type de projets seront les plus financés. Alors sur les plateformes Ulule, KissKissBankBank, on va avoir plutôt des projets liés aux films, vidéos, musique, projets solidaires. Donc ça, en volume, c'est ceux qui ont le plus de contributeurs. Les moins financés, c'est patrimoine, enfance, éducation, BD. Mais ça ne veut pas dire qu'on a peu de chances de financer ce projet si on a un projet sur du patrimoine. Ça peut vouloir dire qu'il y a peu de projets sur le patrimoine. Et comme on le voit, le taux de réussite sur le patrimoine, ça fait partie des taux de réussite les plus élevés. Donc voilà, donc ça, si vous proposez un projet sur une de ces plateformes, c'est aussi bien de le prendre en compte par rapport au taux de réussite que vous allez pouvoir espérer sur ces plateformes-là. Donc, fixer un montant, c'est relativement important parce que sur ces plateformes, vous avez la règle du tout ou rien. Si vous demandez 50 000 € pour un projet en don contre contrepartie, si vous n'atteignez pas ces 50 000 €, on ne vous donnera rien, la collecte est annulée et c'est terminé. Donc, il vaut peut-être mieux fixer un montant qui soit relativement faible. Et vous pouvez toujours dépasser ce montant-là après. Et voilà, c'est même du buzz positif si vous faites 3 fois le montant que vous demandiez, etc., comme l'imprimante 3D qu'on vient de voir. La durée également, en général, les collectes de fonds, elles ne dépassent pas 90 jours. Donc on a un pic de collecte
au début et on a un pic de collecte à la fin. Donc si on n'a pas ce pic de collecte au début, il faut vous poser des questions sur votre stratégie, sur la communication, sur les supports, vidéos, images, etc. Peut-être que dès le début, vous pouvez corriger le tir et réajuster et voir si ça répond un petit peu mieux. Donc ensuite, dans la description de votre projet, il va falloir, bien sûr, le présenter avec à quoi sert la collecte. Donc si vous ne dites pas à quoi vont servir les fonds que vous souhaitez récolter, c'est un petit peu difficile de convaincre les gens. Les vidéos et les images, c'est hyper important. Sur Kickstarter, alors ils avaient mis des statistiques sur les projets qui avaient des vidéos, qui finançaient vraiment beaucoup plus que les projets qui n'avaient pas de vidéos. Et même maintenant, ils l'ont rendu obligatoire sur Kickstarter. Vous ne pouvez pas lancer une collecte sans vidéo. Une vidéo, ça demande aussi des moyens, donc il faut soit prendre une petite caméra chez vous et expliquer, vous, quel est votre projet, soit trouver des outils qui vous permettent de le faire pour pas cher. Ça ne sert à rien de dépenser 5 000 € pour faire une vidéo si vous souhaitez collecter 5 000 €. Et puis parler de vous également, ça c'est aussi important, mettre un petit peu de votre personne dans le projet. Au final, c'est les gens qui vous confient cet argent, donc c'est bien de parler de vous. Également, sur toute la durée de vie de votre collecte, c'est important de donner des informations sur ce qui se passe, ce que vous êtes en train de faire. Et même une fois que le projet est financé, c'est important également de dire où vous en êtes. Si je fabrique une imprimante 3D, le fait d'en fabriquer 10 000 pour satisfaire tout le monde, ça va me prendre du temps. Les gens, si vous ne respectez pas vos délais, ils ne vont pas être contents, donc ça peut vous faire du bad buzz. Et dans ce cas-là, c'est bien de les tenir informés, qu'ils sachent ce qui se passe et qu'ils ne se plaignent pas. Donc les principales plateformes, on a Kickstarter, mais il y a des conditions un petit peu spéciales. Pour les Français, il faut avoir un pied aux États-Unis ou en Angleterre. Donc les principales plateformes, c'est Ulule et KissKissBankBank. Au niveau des frais, ça va relativement être similaire sur toutes les plateformes. Ils vont généralement prendre 8% des fonds que vous souhaitez collecter. Et après, on a des plateformes qui sont spécialisées dans l'alimentation, par exemple, ou dans les projets solidaires. Donc, vous avez le choix entre des plateformes généralistes où vous allez pouvoir toucher un grand nombre de personnes. On a à peu près 500 000 membres sur ces plateformes-là. Après, si vous faites le choix d'une plateforme qui est plus ciblée dans son thème, vous allez avoir des gens qui sont un petit peu plus concernés par votre projet. C'est au niveau du monde, des chiffres? Alors ça, c'est des plateformes françaises, donc c'est au niveau français, et Kickstarter, c'est worldwide, mais plutôt États-Unis. D'accord. Il y a donc plus de 7 millions de membres. Ouais. Donc Kickstarter, c'est le géant américain du financement participatif. 5 000 membres. Ouais. C'est déjà pas mal. Alors, les plus sur le don contre contrepartie, buzz médiatique, si votre projet fait x3 par rapport à la cible qui demandait, c'est très bien. C'est également un financement de la production, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir 20 000 € pour financer votre imprimante 3D. Vous n'avez pas besoin de vendre déjà ces imprimantes 3D petit à petit. Vous avez ces 20 000 €, vous pouvez faire la production de cette imprimante plus sereinement. C'est un bon test de pré-commercialisation si après vous voulez lever des fonds en financement participatif, en equity, comme on va le voir tout à l'heure. C'est bien de dire, moi je suis déjà allé sur une plateforme de financement participatif, j'ai déjà levé des fonds, collecté des fonds sur une plateforme, j'ai eu énormément de succès parce que les gens ils croient dans mon projet. Donc c'est un bon test de pré-commercialisation, ça peut aussi vous permettre de voir s'il y a des produits qui vont plus ou moins bien marcher parmi ce que vous proposez. Vous ne cédez pas de capital. Pas de pression sur la trésorerie, donc par rapport à un prêt, vous n'allez pas devoir rembourser régulièrement des gens. Les points négatifs, c'est des faibles sommes. Donc c'est pas l'ordre de grandeur du financement participatif en equity ou en prêt. Là, voilà, la cible moyenne, c'est 4 000 € et mis à part un gros succès, ça ne va pas être des sommes mirobolantes. Vous pouvez avoir du bad buzz si vous ne livrez pas les contreparties aux gens. Donc là, ils peuvent se déchaîner sur vous sur les réseaux sociaux, donc il faut faire attention à ça. Et les participants ne profitent pas du développement de l'entreprise. Alors je m'explique. On a un exemple récemment. Je ne sais pas si vous connaissez Oculus. Oculus, on a des gens qui ont participé à ce projet sur Kickstarter. Ils ont ils ont donné 2,5 millions de dollars pour avoir donc un masque de réalité virtuelle augmentée. Donc l'entreprise a fait ces masques, leur a livré ces masques, et quelques temps plus tard, 2 ans plus tard, Oculus a été racheté par Facebook.
Donc ça veut dire que si moi, au lieu de donner contre un casque 100 €, si je deviens actionnaire de Oculus, en fait, pour 1 € donné, j'aurais récupéré 66 €. Donc c'était un rendement énorme. Et donc finalement, les gens qui ont participé à ce projet-là n'ont pas profité de ça. Donc ils ne sont pas devenus actionnaires, ils ont simplement aidé l'entreprise à se développer, mais ils n'ont pas profité du fait de l'avoir aidé. Donc ils n'ont pas eu un retour sur un investissement, puisque ce n'était pas un investissement. Il y a eu un bad buzz à cause de ça. C'était un don, c'est-à-dire que moi, contributeur, je donne 200 $ pour avoir ce masque-là dès qu'il sera produit. D'accord ? Et ce n'était pas un investissement. Et donc les gens, ils ont participé, ils ont aidé l'entreprise, et l'entreprise derrière a été rachetée à 2 milliards par Facebook. Comment ? Ouais, il y a eu Voilà, c'est des précommandes. Et après, il y a eu des investisseurs qui ont mis 20 millions de dollars dans la société. Quand elle a été rachetée 3 milliards, ils ont pris la plus-value, mais exactement. Ils ont fait des précommandes, ils ont eu leur masque. Exactement, ils n'ont pas eu d'argent, voilà, plus-value. C'est pas vraiment un point négatif, c'est simplement de se dire, là je vous donne un... Les gens se sont plaints. C'était un don, mais les gens se sont plaints a posteriori. Les gens se sont plaints. Oui, non, mais au final ils sont partis avec ce qu'ils voulaient. Mais il y en a certains qui se sont sentis un peu floutés parce qu'ils ne voulaient pas forcément que l'entreprise soit rachetée par Facebook. Voilà, donc il y a eu des gens qui ont pas mal parlé sur les réseaux sociaux en critiquant un peu ça. Mais... Exactement. Il n'y a aucune manière. Bah, ils n'étaient pas contents, quoi. Ils auraient voulu avoir... Ils ne voulaient pas forcément que ça soit Facebook qui rachète. Voilà. Le truc, c'est qu'ils ont un certain attachement personnel avec la marque, comme ils y croient au début. Du coup, après, ils se sentent partenaires, alors que, évidemment, dans les conditions, ils ne sont pas du tout actionnaires, ils ont juste leur masse, et c'est tout. Donc, c'est pas eux qui ont décidé de dire OK, Facebook va racheter Oculus. Mais ils étaient impliqués, eux, parce que dans ce financement participatif en don contre contrepartie, il y a une affinité aussi avec l'entreprise, avec le projet. Voilà, ils ont aidé à porter l'entreprise, à la développer. C'est un peu ça l'idée, je pense qu'ils ont envie de se dire j'ai fait un don pour Facebook, pour Google. Mais au final, ils ont eu soit un merci s'ils ont donné 5 $, soit leur masque, mais voilà, bon après, ils avaient donné pour avoir un masque, ils n'avaient pas donné pour être investisseurs. Donc voilà. Alors maintenant, je vais parler du prêt. Avec un exemple, cette société qui fabrique des sacs à main, des sacs de voyage à partir de voiles de bateau. Donc eux, ils sont financés donc, par du prêt, 100 000 € avec 169 personnes qui ont participé. Et ça a été relativement rapide, 23 jours pour se financer à hauteur de 100 000 € et avec un taux moyen de 7,1% sur 36 mois. Alors, voilà, ça c'est intéressant. On n'a pas le même profil d'entreprise que des startups qui vont voir des plateformes pour lever de l'argent en equity. Ce n'est pas la même chose, c'est des profils d'entreprises qui ont au moins 2-3 ans de vécu, qui souvent souhaitent financer des précommandes. Et donc c'est des profils un peu moins risqués d'entreprises qui font déjà un petit peu de chiffre d'affaires et qui vont voir ces plateformes-là. Il y a des contraintes, on va le voir tout à l'heure. Il y a des plateformes, alors il y a peu de plateformes. Cette plateforme, elle existe depuis 1 an, il me semble, ou un petit peu moins. Pourquoi il n'y a que cette plateforme ? Parce qu'ils ont contourné un petit peu la réglementation. Ils utilisent ce qu'on appelle des bons de caisse. Les bons de caisse étaient utilisés par les banques pour que moi, avant, je prêtais à ma banque, j'avais un bon de caisse et j'avais une rémunération contre ce bon de caisse. Voilà, on le rencontrait peu souvent, c'est assez vieux comme outil. Uniland, ils utilisent ça parce que ça leur permet d'éviter d'être une banque, de demander à être une banque. Sinon, si je veux faire du prêt, il faut que je sois une banque. En octobre, il y a une nouvelle réglementation sur le financement participatif qui dit je peux être une plateforme, j'ai besoin d'un agrément pour ça, et je peux financer des projets jusqu'à 1 million € par projet. Et donc, c'est beaucoup moins de contraintes que de demander à être une banque. Enfin, pour demander à être une banque, c'est hyper lourd. Donc, on a vu apparaître l'Indopolis. Très bientôt, il y a l'Index qui va apparaître sur le marché. Donc ça, c'est très très récent parce que la réglementation elle date d'octobre. Les premières plateformes
à avoir l'agrément des autorités. Voilà, c'est l'Indopolis, c'est l'Index. Il y en a encore très peu et là c'est en forte expansion. Donc sur ces plateformes, le processus de sélection, il est un petit peu moins clair que sur les plateformes en equity. En fait, vous arrivez, vous donnez les coordonnées de votre entreprise, le numéro de sirène. Il y a une petite boîte noire, on ne sait pas trop ce qui se passe dedans. Il y a des analyses comptables très certainement. Et là, on vous dit, OK, on peut aller plus loin ou on s'arrête. Ça, c'est la première étape. Et après, donc, vous allez voir, il y a des analystes dans ces entreprises-là qui vont étudier un petit peu votre entreprise. Et c'est relativement rapide, le process il est relativement rapide. Et à partir de là, vous pouvez être financé. Les périodes de financement, elles sont relativement courtes aussi sur ces sites. Et pour lever une somme relativement importante, si vous voulez aller vite, le prêt c'est bien. Bon, il faut répondre aux différentes contraintes imposées par ces plateformes-là. Les coûts, c'est voilà, entre 4 et... entre 3 et 7% selon la durée de... À ça, vous rajoutez le taux d'intérêt. Tout à l'heure, À ça, on rajoute le taux d'intérêt. Ça fait 4 et 7, 11 pour les voiles. Ouais. Alors, ça c'est payé une fois la somme récoltée, 100 000 €. Je vais payer 3% de ces 100 000 € à la plateforme. Ensuite, le taux d'intérêt, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est des prêts amortis. Donc c'est-à-dire qu'on vous affiche 5 à 10%. En réalité, si vous voulez comparer au taux de rendement annuel de votre PEA, par exemple, c'est plutôt entre 2 et 6%. Voilà. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. D'accord ? Taux amorti, c'est comme votre maison, vous remboursez capital et intérêt en même temps. Voilà. Et là, c'est mutualisé aussi? Non, c'est pas mutualisé. C'est-à-dire que les investisseurs viennent sur la plateforme, ils choisissent le projet. Alors, l'index, je ne peux pas vous dire encore, il y a une possibilité que ça soit mutualisé, mais j'en suis pas encore complètement sûr. Leur plateforme, elle n'est pas encore opérationnelle, donc pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Plutôt des institutionnels. Peut-être. Le remboursement, c'est une fois in fine? Non, c'est tous les mois. Ouais. C'est tous les mois. On va aller vers des plateformes dédiées à la location de durée. Le leasing est une alternative au prêt. Ouais. On n'a pas ce type de plateforme qui existe. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Après, ça dépend. Voilà, est-ce qu'il y a des gens qui ont cette idée, qui veulent la développer Mais pour l'instant, on ne l'a pas vu. Moi, ça ne me parle pas au niveau international non plus. Mais effectivement, ça peut être quelque chose qui peut se développer. Ouais. On n'a pas de plateforme qui existe sur ça actuellement. C'est le plus rentable chez les banques. Très bonne idée. Voilà. S'il y a des personnes qui veulent développer cette idée, sachez que nous, on développe des logiciels pour ça. L'Index, ils ont levé 6 millions d'euros. L'Indopolis, vous savez combien ils ont levé? Non, je ne sais pas combien ils ont levé. L'Index, ils ont levé 7 millions d'euros. Donc c'est très gros. Voilà, je crois qu'ils ont l'ambition de financer 500 entreprises par an. Donc c'est assez gros. Et on a d'autres acteurs assez importants qui vont arriver sur le marché. Donc on va avoir, je pense, une dizaine de plateformes d'ici peu de temps. Et il y aura pas mal de concurrence qui sera faite du coup aux banques. Parce que là, on a un petit peu cassé le monopole bancaire avec ces plateformes-là. Et Pas mal de clients pour vous, en fait. ça fait pas mal de clients pour nous, effectivement. Quel est le statut de Unidan s'ils sont ils n'ont pas de statut particulier, il me semble. Ils utilisent un système de bon de caisse. Alors, ils n'ont pas le statut qu'a Prêt d'Union qui est enregistré auprès de la CPR. Ils ne sont pas IFP. Donc ça, je vais le montrer juste après. Alors, les prêts sans intérêt, je suis désolé, je vais le passer très rapidement. On a une plateforme en France qui s'appelle Hello Merci, qui fait des prêts sans intérêt. C'est des projets solidaires. Donc là, si vous avez des projets qui sont solidaires, vous pouvez aller voir ce type de plateforme. Même chose, il faut avoir une ancienneté. Il faut avoir une capacité de remboursement. Donc ça, c'est une discussion à avoir avec leurs équipes. Je pense que si vous dégagez pas forcément de chiffre d'affaires, ça peut être un petit peu difficile. Et les frais, c'est Substituer à un prêt d'honneur. ça ne va pas se substituer à un prêt d'honneur. Ça peut être en complément. Après, il n'y a pas forcément de contrainte. Alors, voilà, je vais revenir à l'autre slide avant. Les plateformes de financement participatif en prêt, il faut vérifier qu'elles aient bien ce petit label. Donc ça veut dire qu'elles sont intermédiaires en investissement participatif et qu'elles proposent des offres de prêt.
Donc c'est rassurant d'aller voir s'il y a ce petit label-là, ça veut dire qu'elles sont enregistrées auprès de l'ORIAS, qui est le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et financement. Donc là, ces plateformes-là, elles peuvent financer des projets à hauteur de 1 million d'euros, donc faire des prêts à hauteur de 1 million d'euros. Par contributeur, une personne ne pourra pas prêter plus de 1 000 euros par projet et 4 000 euros si c'est des projets sans intérêt. Donc les points positifs du prêt, on ne cède pas son capital. C'est relativement rapide comme on l'a vu. Il n'y a pas toute la notion de pitch, de devoir vraiment vendre son produit, son projet, comme on peut le voir chez les business angels ou les plateformes d'equity, parce que c'est le cas. Les taux sont relativement raisonnables, hein, ce n'est pas des taux explosifs. Il n'y a pas de garantie personnelle, c'est-à-dire que vous allez faire un prêt sur Uniland. On ne va pas vous demander d'hypothéquer votre maison derrière, juste comme ça. C'est sympa. Donc les points négatifs, c'est qu'il faut avoir une trésorerie quand même pour faire ces remboursements continus. Donc vous faites votre prêt, bon, ben, le mois prochain, vous allez devoir commencer à redonner des sous aux prêteurs. Ce n'est pas vraiment adapté aux entreprises en seed, parce que les entreprises en amorçage, elles ont en général moins de 2 ou 3 ans, donc elles ne rentrent pas dans le cadre de ces plateformes-là. Donc, sélectivité assez floue, voilà, on a une petite boîte noire au début, on ne sait pas trop comment ça se passe, on a une réponse automatique en fonction de votre numéro de sirène et de combien vous souhaitez être financé et la durée de ce prêt. Point de vue personne qui va prêter, il n'y a pas d'avantage fiscal comme on peut l'avoir pour l'equity. On ne va pas pouvoir réduire son impôt sur le revenu, son ISF, voilà. Ça on l'a vu. Oui. Si l'entreprise ne peut pas rembourser, ça fait partie des défaillances d'entreprise. Donc c'est pour ça que les plateformes conseillent de diversifier. C'est-à-dire que moi, si je m'inscris sur Uniland, on va me dire qu'il y a un risque. On va me dire que l'entreprise, elle peut couler. Si j'ai un prêt de 3 ans et que l'entreprise coule au bout de 2 ans, bon, j'aurais quand même sécurisé 2/3 de ce que j'avais prêté plus les intérêts. Ok, néanmoins, elle peut quand même couler. Donc ça, on vous le dit clairement sur le site. Et c'est quelque chose à prendre en compte. L'entreprise peut... Avant de couler, si elle fait un défaut de paiement, est-ce que ça rentre dans le fichier? Alors ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Je sais pas. Il y a un fichier qui s'appelle FINBEN. Ouais. Un fichier interbancaire de la Banque de France. Ouais. Donc vous ne payez pas une traite, vous avez un incident de paiement. Dans les 24 heures, toutes les banques sont informées parce qu'elles sont connectées. Donc là, j'imagine que Uniland, n'étant pas banque, il n'y a pas de connexion. Par contre, les deux autres, vous les citez. Je sais qu'elles ont accès à ce fichier-là. Maintenant, je ne sais pas si elles y contribuent. Donc c'est une bonne question, il faudrait peut-être leur demander. Ouais. Bah, ça s'arrête là, il n'est plus remboursé. Voilà, c'est terminé. Donc c'est pour ça que, si j'ouvre un compte sur Uniland et que je veux mettre 5 000 euros, ou je veux mettre 1 000 euros, je ne vais pas mettre 1 000 euros sur une entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle la diversification. Je vais mettre 20 euros sur une entreprise, je vais mettre 30 euros sur une entreprise. Moi je l'ai fait sur Uniland, voilà, je ne mets pas tout sur une entreprise parce que c'est quand même, il y a un certain risque. Même s'ils font tout pour limiter ce risque-là, via la sélection qu'ils font. Et surtout, on les oblige, ces plateformes, à afficher sur leur page d'accueil le taux de défaillance. Donc pour l'instant, bon, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas vraiment d'historique, mais on les oblige à afficher le taux de défaillance. Donc vous allez, en tant que contributeur, aller sur une plateforme, vous allez voir qu'il y a un taux de défaillance énorme, vous allez peut-être vous poser des questions sur la sélectivité de la plateforme. Vous pouvez aussi être rassuré si ce taux il est relativement faible. Je pense qu'elle vise un taux de défaillance inférieur à 5%. Voilà. Donc on verra. Et quand vous dites, on peut mettre combien minimum 20 euros sur un prêt donné ou Sur Uniland, on peut mettre 20 euros. Ouais. Et sur l'Indopolis, je crois que c'est très bas aussi. C'est inférieur à 100 euros, c'est dans les 40, 50 euros. Donc ça vous permet de bien diversifier, même avec un portefeuille global qui est relativement faible. Donc c'est plutôt pas mal. Et le taux de défaillance des anciens systèmes qui ne sont pas de prêt, bon là, il faudrait demander aux banques. En termes d'equity par exemple, alors là c'est plus élevé, on va le voir tout à l'heure, mais c'est plus élevé, c'est notamment parce que ces entreprises plus jeunes, il y a plus de risques, donc on a des taux de défaillance qui sont plus élevés. Vous avez dit on n'a pas de recul, en France, mais aux États-Unis ça fait quelques années qu'il y a le crowdfunding. Ouais. Est-ce qu'on a du recul sur le
prêt participatif? Est-ce que ça s'assimile au prêt bancaire? Alors, il y a De défaillance. En termes de défaillance, alors j'ai pas regardé les statistiques, il y a une grosse plateforme qui existe qui est Lending Club. Donc eux, ils font du prêt aux particuliers et du prêt aux entreprises. Ils font des notations, donc vous allez choisir des projets plus ou moins risqués. Donc j'imagine qu'il y a des taux de défaillance liés à ces facteurs de risque-là. Donc effectivement, plus élevé, en fait. voilà, en gros c'est l'idée, rendement-risque, risque élevé, rendement élevé. Une plateforme n'a pas la même visibilité qu'une banque. Une banque, elle a les flux. Ouais. Elle voit au jour le jour, alors que la plateforme, on raconte un peu ce qu'on veut dire et les seuls éléments objectifs, date d'y être suivant. Donc mécaniquement, Alors le c'est risque, pas tout à fait il est vrai. extrêmement important pour les crowdfunders. Donc tout ce système-là va s'écrouler s'il y a effectivement... C'est pas tout à fait vrai. si la bulle peut éclater. Ouais, alors par rapport à ce que vous dites, en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'effectivement, les banques ont un historique. Elles font ce qu'on appelle du scoring sur les projets, donc elles les notent en fonction des caractéristiques de ce projet-là. Maintenant, ces plateformes, elles utilisent des outils pour faire ce scoring-là. Donc elles vont utiliser des bases de données qui sont assez similaires à celles qu'ont les banques, et du coup, c'est pas vraiment un problème pour la notation. Les bases de données type SPAC et toutes les autres, etc., permettent d'octroyer des crédits à court terme. Alors que crowdfunder, il est là pour les scotcher 3 ans, 4 ans. L'horizon est quand même très différent. Donc, s'il y a un risque avéré plus important que ce que prennent les banques, le système va s'écrouler. On dira, il y a eu une bulle. En pratique, il y a déjà eu quelques défauts, mais comme ils ont une rémunération de 4 à 6% justement sur, je ne sais pas si sur une c'est combien, mais sur Funding Circle, etc., c'est 4 à 6%, au lieu d'un 2-3% dans les autres types d'investissement. Leur vrai intérêt à ces plateformes-là, c'est qu'elles donnent une réponse grâce aux algorithmes et aux outils d'analyse automatisés en 2-3 jours, au lieu de 2-3 mois. Ouais. Donc là, c'est vrai que la problématique, c'est de bien calibrer ce taux d'intérêt, c'est un petit peu ce que vous dites. Ils prennent du bon... Enfin, en tout cas, la Funding Circle, ils ont pas levé on verra la première crise économique si le modèle était reçu ou pas. Voilà. Alors après, les banques, je peux vous dire qu'elles regardent de très près ces plateformes-là, et ce qu'on risque de voir... Bon, déjà, il y a des coopérations entre certaines plateformes et des banques, et ce qu'on risque de voir d'ici quelques années, c'est des rachats de ces plateformes-là par des banques. Donc ça, c'est quasi sûr. Voilà, donc là, on va parler maintenant du financement participatif en equity. Alors, un petit exemple, Sejourning, c'est un petit peu le Airbnb français. Donc, ils ont levé des fonds sur Smart Angel. C'était en 2013, ils ont levé 300 000 €. Je ne connais pas la valo, donc je ne vais pas pouvoir vous dire. Smart Angel, ça existait déjà en 2013 ? Comment ? Vous parlez de Smart Angel, hein ? Ouais. Le site participatif Smart Angel. Ouais. Donc Smart Angel, il y a un rachat qui a été annoncé. Qui n'est pas à l'Orias. Normalement, il doit être à l'Orias. Je pense que si, ils sont enregistrés en tant que, ils sont enregistrés en tant que CIF, conseiller en investissement financier. Ils doivent être enregistrés à l'Orias. Ça me paraît un petit peu bizarre qu'ils ne le soient pas. Oui. J'ai peut-être coupé l'info ou pas, la moyenne des prêts sur les plateformes? C'est entre 100 et 300 000 €. Voilà. On n'a pas vu des trucs à 800 000 €. Le séjourning, c'est un prêt? Non, alors Sejourning, c'est de l'equity. Donc l'equity, ça veut dire, bon, je suis une société et je cède une partie de mon capital pour avoir des investisseurs, donc ils vont entrer à mon capital, et donc en face de cette entrée à mon capital, on me donne de l'argent. Donc le cas de Sejourning, c'est une levée de fonds de 300 000 €. On vient d'apprendre qu'ils ont été rachetés par Ilou, pour Ilou, E-L-O-U-E, pour 3,5 millions. Donc vu que je ne connais pas la valorisation initiale, je ne peux pas vous dire, mais le retour sur investissement, ça doit être 2 fois 2 ou fois 3 à peu près, pour les investisseurs. Alors en equity, il y a pas mal de problématiques quand vous voulez lever des fonds en equity. Il y a la problématique de la valorisation.
Donc vous êtes une jeune société qui a 6 mois d'existence, qui a 1 an d'existence, qui a 2 ans d'existence, vous n'avez pas forcément de clients encore, vous ne réalisez pas de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de méthode standard quantitative pour dire votre entreprise elle vaut tant. Donc vous allez voir, vous pouvez aller voir des business angels, ils vont vous dire votre entreprise elle vaut tant. Vous allez en voir d'autres, ils vont vous dire quelque chose de complètement différent. Bon, ce qui compte, c'est l'équipe. La plateforme de financement participatif, elle va valoriser votre entreprise, ou des clubs de business angels vont valoriser votre entreprise, surtout sur l'équipe. Si pour l'instant vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, ils vont regarder l'équipe, parce que l'équipe, c'est eux qui auront la capacité d'exécution du projet. Donc si on a une équipe dans laquelle on ne croit pas, on ne va pas vraiment valoriser le projet ou on ne va pas le financer. Et puis, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, je crois qu'il y avait un avocat juste avant, peut-être que vous pouvez aller le revoir pour en parler après. De toute façon, cette valorisation, elle peut bouger en fonction d'objectifs qui vous permettent, vous, de ce qu'on appelle vous reluer, donc c'est l'inverse de la dilution. Et puis, on peut avoir des impacts négatifs aussi sur d'autres financements futurs, où vous pouvez être pénalisé si vous faites une nouvelle levée de fonds avec une valorisation inférieure. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Il y a pas mal de problématiques juridiques aussi, donc c'est bien, si vous allez voir une plateforme de financement participatif, de lui demander de quoi elle s'occupe. En général, c'est bien qu'elle s'occupe des bulletins de souscription. C'est un document à signer par l'investisseur où je vais marquer je suis David Dumont, j'investis dans telle entreprise, tant de parts pour tant d'euros. Et ça, c'est un document juridique. On a le pacte d'actionnaires aussi. Ça, c'est le plus compliqué, on va dire. C'est le document juridique le plus compliqué. Peut-être vous en avez parlé avant avec la personne juste avant. Il y a pas mal de clauses. Tout ça parce que ça va être intégré dans l'offre de la plateforme. Ouais, généralement, elle vous propose un pacte d'actionnaires. Donc, à vous, si vous avez les connaissances suffisantes, de le challenger. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, et c'est fort probable qu'il y ait des choses qui ne vous plaisent pas, sinon c'est bien de s'entourer d'un avocat. Vous allez dépenser 1000 ou 2000 euros avec l'avocat, mais ça peut valoir le coup quand même de travailler avec lui, parce que c'est un professionnel, il a l'habitude, il va peut-être voir... 30 avocats quand même, s'il y a 30 investisseurs. Non. C'est un unique pacte d'actionnaires qui va être proposé à tout le monde. Mais si on le challenge, si les 30... Alors, je parle point de vue porteur de projet. Vous souhaitez vous financer sur la plateforme, on vous dit voilà, nous on aimerait, enfin la plateforme vous dit on va vous imposer ce pacte d'actionnaires. Donc vous allez peut-être pouvoir vous poser des questions, s'il y a des clauses qui ne vous conviennent pas, il faut peut-être en discuter. Est-ce que ils continuent à faire ça, de mettre tous les investisseurs dans une SAS à côté qui va prendre des parts dans la société ou... Ouais, alors ça, je vais en parler tout à l'heure, mais en fait c'est donc une holding. Effectivement, il y a des plateformes qui font un investissement direct, il y a des plateformes qui font des investissements via des holdings. Ça a des avantages. Ça a l'avantage que pour le porteur de projet, il ne va pas parler directement à 50 personnes ou 100 personnes, il va parler à la personne qui dirige cette holding-là, et ça a des avantages aussi sur la liquidité. Le suivi post-investissement. C'est bien de demander à la plateforme si elle a des outils pour vous permettre, une fois que vous avez levé des fonds, pour vous permettre de communiquer avec vos investisseurs. Si vous avez 100 personnes qui ont investi dans votre projet, si chacune vous envoie un email, vous appelle, etc., vous n'en sortez plus, vous ne pouvez pas développer votre business, et donc là, c'est vraiment des contraintes supplémentaires. Donc c'est bien de savoir si elle a des outils pour vous permettre de communiquer avec vos investisseurs. L'information aux investisseurs, c'est quelque chose qui est obligatoire. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres outils éventuellement pour faire les AG? Est-ce qu'on a des outils d'AG en ligne avec signature de documents électroniques, etc. Tout ça, c'est des questions que vous pouvez poser aux plateformes et c'est bien de savoir si elles vous proposent ces outils ou pas. Quand vous allez voir une plateforme, c'est pas mal de parler de la liquidité. La liquidité, c'est revendre les titres pour les investisseurs. Donc, est-ce que vous avez déjà anticipé ce cas de figure-là? Parce que les investisseurs, ils viennent investir dans votre entreprise. C'est pas pour y rester toute leur vie. C'est pour à un moment donné sortir et réaliser une plus-value. Donc ce qu'ils aiment bien, c'est quand même voir si vous avez déjà anticipé comment vous allez pouvoir soit racheter ces titres, soit avoir identifié un grand groupe qui est dans votre secteur d'activité qui peut éventuellement racheter ces titres-là, éventuellement une entrée en bourse dans le cas idéal. Voilà. Donc, les investisseurs, alors là, ça va peut-être vous faire sursauter, mais ils demandent un rendement annuel qui est autour de 35%. 35% par an.
C'est assez énorme, mais encore une fois, c'est en lien direct avec le risque qu'ils prennent en investissement dans votre entreprise. Ils investissent dans une entreprise qui n'a pas du tout fait ses preuves, qui réalise pas de chiffre d'affaires, qui n'a pas de clients. Bon, vous pouvez avoir des clients, etc. Mais en général, c'est une entreprise qui est très très jeune. Donc tout est à démontrer. Donc c'est pour ça qu'il y a un taux de rendement qui est exigé, qui est assez fort. Le rendement, vous parlez de résultats avant impôt? Non, c'est au moment de revendre. Alors si je suis un investisseur, j'ai investi 1 000 €. J'aimerais bien que dans 5 ans, quand je vais revendre mes parts, je les revende 4 ou 5 000 €. D'accord? Donc c'est un rendement assez élevé. Pourquoi? Parce que les statistiques sur les entreprises en seed, en amorçage, on a un fort taux d'échec. Quand on a 10 entreprises qui lèvent des fonds, on a environ 4 ou 5 entreprises qui vont couler. On en a 2 ou 3 qui ne vont pas vraiment se développer. Il y en a une qui va bien marcher, une ou 2 qui vont bien marcher. Et puis on en a une qui va très bien marcher. Et donc l'objectif, c'est que celle qui va très bien marcher, elle puisse vous faire gagner de l'argent et elle puisse compenser les pertes des autres. Mais Donc, quand vous dites 35%, finalement, c'est pas si élevé. Ça non plus, moi, je veux dire, 35% sur 5 ans, ça fait... 35% par an. Ah, 35% par an, donc c'est un peu plus élevé. Mais vous, ça ne vous handicape pas parce que quand vous levez de l'argent, après, vous allez payer un commercial, vous allez payer un développeur, je ne sais pas. Et au moment du rachat de ces titres, bon, sauf si c'est l'entreprise qui rachète ces titres, ça peut être quelqu'un d'autre qui va racheter ces titres. Donc vous, ça ne va pas vous impacter dans votre trésorerie en fait. C'est pas très grave. Comment lui assurer les 35%? Comment lui assurer les 35%? Alors, Clause de sortie? il y a rarement des clauses de sortie où on va vous imposer. Enfin, il peut exister des clauses où on va parler de TRI, donc de rendement. Maintenant, on ne va pas imposer à votre entreprise de racheter les parts obligatoirement. Il y a des options où vous pouvez racheter un rendement donné. On ne va pas vous imposer ça. Si on vous impose ça dans un pacte d'actionnaires, il faut dire non direct. Parce que si votre entreprise, dans 2 ans, vous devez racheter les parts 2 fois plus cher que le prix initial, là, ça va vous poser de sacrés problèmes chez vous. Donc quelques stats. En général, ce qu'on constate sur les plateformes de financement participatif en equity, c'est qu'on propose un investissement aux gens à partir de 1 000 à 3 000 à 4 000 €. Ça, c'est ce qu'on constate. Pourquoi? Parce que vous allez rarement avoir des gens qui vont mettre 100 € et devenir actionnaires avec des problématiques de pacte d'actionnaires, de valorisation, etc. C'est quand même des gens qui sont un petit peu avertis. C'est des gens qui sont investisseurs, qui ont des actions, qui ont des profils investisseurs assez qualifiés. Les levées de fonds, on a généralement entre 30 et 90 personnes qui y participent. Et donc là, on est sur des montants un peu plus élevés, entre 300 et 800 000 €. Okay. Durée de campagne, 2 à 3 mois, sachant qu'avant, il y a tout l'aspect pitch, je dois aller voir une plateforme, je vais leur parler, je vais expliquer mon projet, etc. Donc ça peut prendre du temps. Il y a une phase aussi de négociation avec la valorisation, une phase de négociation avec le pacte d'actionnaires. Donc là, on peut avoir aussi 2 à 3 mois et au final, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Et ça représente quel pourcentage de capital de la société? Alors ça dépend de la valorisation. Généralement, pour des premiers tours de table, c'est quand même bien de rester majoritaire dans son entreprise, mais ça dépend de la valorisation. Donc si vous levez 100 000 €, que votre entreprise est valorisée 300 000 € ou qu'elle est valorisée 1 million d'euros, forcément ça n'aura pas le même impact sur ensuite la répartition du capital. Ça demande plus de travail pour vous d'aller voir une plateforme de financement participatif en equity parce qu'il va falloir faire le pitch, il va falloir convaincre, il va falloir montrer que votre business model il est cohérent. Si vous affichez que dans 2 ou 3 ans vous faites 50 millions de chiffre d'affaires, bon, les gens vont rester un petit peu sceptiques. C'est bien de montrer que vous avez des partenaires, que vous avez des références, vous avez des clients, etc. C'est toujours bien de montrer, de crédibiliser votre projet. C'est bien d'avoir des gens qui croient en votre projet et qui investissent dans votre projet. Donc si vous voulez lever 300 000 € et que vous arrivez avec déjà 100 000 € de financé, c'est bien. Point de vue investisseur, si moi je vois qu'il y a déjà 100 000 € sur votre projet, je me dis ok, je ne suis pas le premier. Souvent ce qu'on constate, c'est qu'il y a la peur d'être le premier et qu'après on a un effet un petit peu moutonnier où les gens suivent parce que voilà, il y a déjà des gens qui ont investi, qui croient dans le projet. Si c'est des investisseurs
assez connus, il peut y en avoir. Bon, ça va crédibiliser le projet. Smart Angel, il y a Niel, Simoncini et d'autres, je crois, qui ont investi dans Smart Angel. Et eux, très certainement, qu'on va les voir investir dans quelques projets sur la plateforme. Donc si vous avez un projet où vous avez Niel qui investit, c'est possible qu'il y ait d'autres gens qui suivent. Point de vue fiscalité, alors attention aux périodes ISF. Souvent sur les plateformes de financement participatif, on a des business angels qui viennent, qui investissent. Ils sont souvent assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune. Et ils ont des périodes dans l'année, enfin ils ont une période dans l'année qui est entre mai et juin en fonction de leur patrimoine. Et ils vont investir avant pour pouvoir défiscaliser. Donc c'est bien, si vous voulez financer votre projet, d'aller voir des plateformes de financement participatif, de commencer à les approcher maintenant et de mettre en place votre financement entre février et mars, un petit peu avant cette période d'ISF. D'accord ? Donc c'est pas décembre, c'est mai-juin la période. Donc si vous êtes JEI, il y a des avantages sur la fiscalité pour les investisseurs en termes de plus-value. Alors peut-être que c'est plus d'actualité, ça il me semble qu'il y a peut-être eu des changements récents, il faut vérifier avec les plateformes. PEA, PME, donc il y a un PEA, PME qui a été créé cette année. Donc si mon PEA est plein, je peux en plus mettre dans mon PEA, PME où je vais investir dans ces startups PME. Ça me permet d'avoir une fiscalité moins forte à la sortie. À l'entrée, par contre, les investisseurs peuvent réduire leur impôt sur le revenu. Si je mets 1 000 € dans une entreprise, je vais payer 180 € d'impôt en moins par rapport à mon investissement dans cette entreprise. Si je suis assujetti à l'ISF, je vais payer, alors pour 1 000 € d'investi, je vais payer 500 € en moins dans mon ISF. Donc c'est assez énorme. Avant, c'était 75 %. Donc en fait, quand j'investissais 1 000 € dans une entreprise, mon risque réel, c'était 250 €. Donc c'était vraiment très avantageux. Alors attention à la communication. Donc ça, si vous vous financez sur une plateforme de financement participatif en equity, ils vont vous le dire. Eux-mêmes, ils font attention à ça. Ne pas tomber dans l'appel public à l'épargne. L'appel public à l'épargne, vous allez sur BFM Business, vous parlez de votre projet, et là vous dites, voilà, moi je lève 500 000 €, on peut investir à partir de 1 000 €, mon entreprise elle est valorisée 2,5 millions. Là vous donnez toutes les infos sur l'offre d'investissement, vous tombez dans l'appel public à l'épargne, et pour faire ça, il faut avoir fait un prospectus délivré, enfin il faut avoir vu avec l'AMF, il y a beaucoup de contraintes, ça coûte très cher, c'est pas du tout adapté aux startups, donc il faut faire attention à ça. Et ce qu'il faut dire, c'est voilà, je lève 500 000 € sur telle plateforme de financement participatif, vous pouvez vous inscrire et vous verrez tous les détails de l'offre d'investissement. Donc l'investisseur, il va aller sur la plateforme, il va renseigner ce qu'on appelle un profil investisseur, où il va donner des informations sur son patrimoine, sur ses revenus, etc. La plateforme va jouer son rôle de conseiller en investissement participatif et elle va lui dire attention, là vous mettez 10 000 €, vous gagnez 1 000 € par mois, il y a peut-être un souci, c'est très risqué, on vous déconseille de le faire. Donc eux, ils jouent un rôle là-dessus et on ne peut pas lâcher les gens comme ça sur une offre d'investissement. Donc, les plateformes de financement participatif en equity, elles ont un label qui s'appelle, c'est un agrément délivré par l'AMF qui s'appelle conseiller en investissement participatif. Donc il faut vérifier que ces plateformes ont bien ce label-là. Encore une fois, la réglementation elle date d'octobre. Les premières plateformes qui ont eu cet agrément-là, c'est WeSeed, Anaxago, Smart Angel, bon, les principales. Et il y a encore pas mal de dossiers qui sont à l'étude chez l'autorité des marchés financiers. Justement, avant cette loi sur les 1 million d'euros, on n'avait pas le droit de dire à plus de 250 personnes, c'est ça, en même temps, ouais. Tout ce qu'il faut. Mais là, si on lève moins d'1 million d'euros, on n'a plus de limite en fait en termes de nombre de personnes. Donc on peut en parler sur BFM Business. Vous pouvez en parler, mais vous ne pouvez pas parler vraiment précisément de l'offre d'investissement. Voilà. Mais après, il n'y a pas de délimite. Limité à combien de personnes pour parler précisément de l'offre d'investissement? Vous n'êtes pas limité, mais il y a des contraintes par rapport au cheminement de l'utilisateur. L'utilisateur, il doit aller sur la plateforme, il doit donner des informations sur ses revenus, sur son patrimoine, etc. Et à partir de là, il reçoit un conseil de la plateforme. Donc il faut qu'il y ait ce conseil-là. Vous ne pouvez pas parler comme ça sur BFM. Bon, vous pouvez parler en privé aux gens, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui se passait avant, c'est que les plateformes, elles avaient un autre statut qui était conseiller en investissement financier, qui n'était pas forcément adapté. Ils utilisaient une exception du Code monétaire et financier qui leur permettait de présenter l'offre d'investissement à un cercle restreint de 149 personnes non qualifiées, donc monsieur tout le monde. Il n'y avait pas de restriction sur les personnes qualifiées, donc les investisseurs expérimentés, etc.
Donc maintenant, il y a une réglementation claire. Les plateformes, elles doivent être conseillées en investissement participatif. Il y a un processus à respecter sur la plateforme. Elles doivent faire du conseil personnalisé aux gens. Si elles se rendent compte qu'une personne met 50 000 € et que ce n'est pas vraiment adéquat en fonction de son profil investisseur, ils doivent jouer un rôle de conseil. Ils font du téléphone, ils ont le droit du coup de faire du téléphone, de faire du cold calling Non. à 5000 personnes Non. Enfin, il y a une petite nuance. Ils ont le droit de faire du mailing, ils ont le droit de faire du phoning. Ils vont parler de leur plateforme, ils ne vont pas parler d'un projet en particulier. Là, ils ont pas le droit de parler de... Ils n'ont pas le droit de parler d'un projet en particulier. Par contre, un mailing. Ah. Dans un mailing. Par contre, là vous vous dites, mais moi je reçois des... Oui, je reçois des voilà. mails d'un Ils ont le droit d'envoyer des mails aux gens qui sont déjà inscrits sur leur plateforme, sur un projet donné. Ok ? Donc la nouvelle réglementation, c'est maximum 1 million d'euros levés par projet sur des périodes d'1 an. Donc si je lève 1 million d'euros maintenant et que je veux relever 1 million d'euros dans 6 mois, je ne peux pas le faire, je dois attendre 1 an. On a des obligations de transparence sur les frais, les processus. Donc sur toutes les plateformes, vous devez voir comment la sélection est faite, contrairement aux plateformes de prêt qu'on a vu tout à l'heure où c'était un petit peu obscur. Ils vous disent, voilà, nous on a un processus de sélection, on va vous faire passer tel ou tel due diligence, analyse, etc. Et donc là, vous savez vraiment comment ça se passe. Ils ont une obligation de transparence sur les frais, donc vous savez combien ça va vous coûter. En moyenne, c'est entre 5 et 15% des fonds levés. Au succès, mais certaines vont vous demander des frais pour l'analyse de votre dossier. Voilà. Donc il y a des frais fixes qui peuvent être entre 1 500 et je crois 8 000 €. Et on a des frais proportionnels. Alors sur les frais proportionnels, en fait, c'est un peu bizarre, mais l'autorité de marché financier ne veut pas que ce soit des frais proportionnels au fonds levé qui soient prélevés au porteur de projet. Par contre, ça peut être prélevé à l'investisseur en fonction de l'argent qu'il investit. Donc proportionnellement, ça revient au même, hein. Mais l'autorité des marchés financiers dit non, je ne veux pas que ça soit prélevé au porteur de projet. Bon bref, c'est un petit détail. Bien vérifier aussi sur la plateforme quel est le cheminement des flux de transactions, est-ce que c'est sécurisé. En général, c'est sécurisé, il passe par un prestataire externe qui a les habilitations pour le faire. Et en général, vous faites un virement sur ces systèmes-là. Il y a peut-être des frais liés aussi, c'est important de bien les savoir. Normalement, ça doit être marqué dans les frais sur la plateforme. Quel est le taux de succès le taux de succès, il n'y a pas de stats données par les plateformes. Je pense qu'il est entre 60 et 70%. Voilà, ça dépend des plateformes. Il faut avoir une relation exclusive, évidemment. Oui. Même si il y a eu un cas, je crois, de cofinancement entre deux plateformes sur un projet. Donc après, c'est en fonction des plateformes. Est-ce qu'il y en a qui sont plutôt ouvertes à ce genre de choses ? En fait, ce qu'on constate, c'est que sur les plateformes, il y a entre 20 000 et 30 000 membres inscrits. Tous ne sont pas investisseurs, actifs. Donc c'est bien de leur poser la question aussi. Bon, ça c'est les plus grosses plateformes, donc eux, voilà, ça va être difficile de trouver des communautés plus grandes d'investisseurs. C'est bien de leur poser la question, c'est bien de leur poser aussi la question des membres actifs, parce qu'on peut vous dire, voilà, nous on a 40 000 membres, et puis en fait il y en a réellement 500 ou 400 qui ont investi dans des projets, donc c'est quand même une sacrée différence. Quoi dire d'autre, hein, voilà, donc sur les conditions. CSP+, par rapport à d'autres, enfin, au niveau de la communauté des investisseurs. Alors ça c'est leur message marketing. Smart Angel, il s'affiche plutôt en investisseur plus, donc il y a des gens qui vont mettre des tickets entre 5 et 10 000 €. Sur WeSeed, le message c'est à partir de 100 €, vous pouvez devenir investisseur. Donc on va viser des gens un petit peu moins, c'est plus. WeSeed qui se réoriente pas mal sur l'immobilier, Ouais. qu'est-ce qu'il faut en penser est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour les porteurs de projets Pour le coup, c'est des projets complètement différents. L'immobilier, c'est des projets plus courts, entre 24 48 mois, 24, 18 mois, ça dépasse rarement cette durée-là. On va vous dire qu'il y a un taux espéré, c'est pas du prêt parce que... Je voulais savoir s'ils ne se détournent pas de leur activité d'origine. Oui, ils s'en détournent.
ils s'en détournent parce que c'est plus du financement participatif en equity sur des projets de start-up de PME. Maintenant, ils se diversifient parce que ils doivent faire tourner aussi leur entreprise. Leur business model, il repose sur une idée de volume. Donc plus ils financeront de projets, plus ils seront rentables. Et donc, effectivement, on a l'immobilier qu'on voit apparaître sur Anaxago aussi, sur WeSeed. Sur Smart Angel, à mon avis, ça ne va pas tarder. Et Smart Angel, même, ils font de l'obligataire. Donc alors une obligation, ça se rapproche un petit peu du prêt. Je suis pas comptable, je ne suis pas expert comptable, ni avocat, donc je ne vais pas vous parler des différences vraiment entre une obligation et un prêt. Une obligation, ça peut être vendu, si j'achète une obligation, je peux la revendre d'ici 6 mois, chose que je ne peux pas faire avec le prêt. Et donc les CIP, les conseillers en investissement participatif, ils peuvent faire de l'equity, ils peuvent aussi faire de l'obligataire. C'est de l'obligataire très simple, c'est taux fixe, pas de convertibilité en actions, etc. Et donc Smart Angel vient d'annoncer qu'ils font de l'obligataire. Donc effectivement, ça répond à d'autres problématiques pour ces plateformes-là et pour les porteurs de projets. Et moi, personnellement, je pense qu'on va voir que ces plateformes, Anaxago, Smart Angel, WeSeed, effectivement, elles vont se diversifier sur les types de projets proposés. Et sur les moyens de les financer. Donc je pense qu'on va voir Anaxago, Smart Angel et WeSeed qui seront bientôt IFP et qui vont proposer du prêt. À mon avis, c'est une question de mois. Sachant qu'on peut être CIP et on peut être IFP. Alors, ce n'est pas des prêts immobiliers pour les particuliers. Souvent, c'est des projets de construction de résidences avec un promoteur. On va financer la construction de ces logements et puis derrière, après, il y a des gens qui vont acheter. Mais ce n'est pas encore dédié aux particuliers. Non. Et juste, finalement, aujourd'hui, sur les projets qui sont arrivés à l'échéance, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, est-ce qu'on a une idée par rapport au tri qui demande du taux de réussite ou du taux d'échec Alors, déjà, il n'y a pas énormément de projets qui sont sortis, comme on dit. Il y a un projet sur WeSeed qui est sorti, je crois que c'était 45% de TRI, donc c'était pas mal. C'était même pas un TRI, hein, c'était 45% de plus-value. Sur le projet Séjourning, je pense que c'est entre x2 et x3, donc sur une période relativement courte, c'est plutôt pas mal. Après, ça va être difficile d'avoir des stats exhaustifs parce que souvent c'est confidentiel. Vous ne connaissez pas la valorisation quand il y a un nouveau tour de table ou un nouveau financement ou un rachat. Souvent on ne connaît pas la valorisation. Donc, eux, ils peuvent les faire, les stats. Eux-mêmes, alors les investisseurs forcément ils la connaissent, les plateformes aussi. Ils peuvent, les plateformes, donner des stats. Pour l'instant ils ne l'ont pas fait parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de projets qui sont sortis. Voilà. Alors sur les plus... financement important par rapport forcément aux dons contre contrepartie, ça n'a rien à voir. Au prêt, c'est un petit peu plus élevé. Rapidité relative, alors j'ai mis relative parce que c'est moins rapide que le prêt et que le don contre contrepartie. Mais si vous allez voir 2-3 plateformes et que vous entamez le process, ça peut être plus rapide que si vous allez voir des business angels ou vous avez des comités de pitch où vous allez devoir passer beaucoup plus de temps avec eux et au final ne pas être certain d'être financé. Alors que sur les plateformes, bon, vous n'êtes pas non plus certain d'être financé, mais dès que vous avez passé le premier stade, voilà, votre projet est visible et puis après ça dépend de la qualité de votre projet. Donc bon, c'est une rapidité relative, mais comme on l'a vu, c'est un petit peu plus long que le prêt, que le don contre contrepartie. Vous avez une communauté d'investisseurs qui peuvent être aussi des clients, ils seront impliqués dans le succès de votre entreprise. Vous pouvez aussi profiter de leur réseau professionnel. Souvent, on peut avoir des business angels qui vont rejoindre des plateformes de financement participatif. Et eux, c'est des gens qui sont relativement expérimentés, qui ont un parcours professionnel avec souvent des réussites dans les entreprises. Ils peuvent donner des conseils. Donc, c'est un bon levier pour les entrepreneurs pour recevoir des conseils. Donc ça, il faut aussi voir avec la plateforme si elle permet une bonne communication entre le porteur de projet et ses investisseurs pour qu'il y ait aussi de la valeur ajoutée. Quand on réalise une levée de fonds en equity,
oui, on reçoit de l'argent, mais la valeur ajoutée, c'est aussi ce qu'on va recevoir des investisseurs qui n'est pas de l'argent. C'est cette expérience qu'ils ont probablement eue avant nous et le réseau qu'ils peuvent nous apporter, comment toucher des clients, des conseils par rapport au juridique, etc. Donc il y a pas mal de choses, pas mal de valeur ajoutée aussi avec ces investisseurs. Donc il y a un avantage fiscal pour les investisseurs, on en a parlé tout à l'heure. Les moins, c'est il peut y avoir des conflits sur la valorisation. Si la plateforme vous impose telle valorisation que vous n'êtes pas d'accord, bon, ben, ça va s'arrêter là, vous n'allez pas aller plus loin. Donc il y a une lourdeur juridique avec les pactes d'associés et les pactes d'actionnaires. Vous devez faire un reporting assez fréquent parce que les investisseurs ils ont besoin de savoir ce qui se passe dans votre société, ils ont besoin de savoir si les objectifs que vous avez fixés ils sont réalisés ou pas. Et puis on a besoin aussi de réagir si ça se passe mal, est-ce qu'on va changer des choses. Une start-up c'est agile, ça change de stratégie, ça fait des pivots. Donc voilà, il y a une réflexion à avoir avec vos investisseurs de ce côté-là. Donc c'est bien d'avoir un reporting fréquent pour qu'ils puissent savoir si tout se passe bien ou pas. On va gérer beaucoup d'investisseurs. Donc ça c'est, il faut demander à la plateforme est-ce qu'il y a une holding ou pas. Une holding c'est une société qui est là simplement pour regrouper les investisseurs. Si vous avez cette holding, vous allez avoir un unique interlocuteur qui va être le dirigeant de cette holding ou celui qui la représente. Ça va aussi pouvoir faciliter la sortie de l'investissement et favoriser la liquidité. C'est-à-dire que si derrière il y a quelqu'un qui veut racheter l'entreprise et qui fait face à 50 personnes ou qui fait face à une holding qui regroupe ces 50 personnes, ça va pouvoir faciliter les interactions et on ne va pas avoir des gens qui vont dire non, moi je ne suis pas d'accord, etc. Donc ça va faciliter la liquidité et la liquidité c'est quand même une problématique assez importante pour les startups. Il n'y a pas de marché organisé pour revendre des titres d'entreprise, etc. Donc ça c'est pour les investisseurs, il faut bien qu'ils comprennent aussi cette notion-là. C'est que demain, si j'achète, je crois que c'était une personne sur un hexago qui avait acheté des titres et qui pensait qu'il pouvait revendre 3 jours plus tard les titres comme sur une entreprise du CAC 40. Donc ce n'est pas le cas, il y a des problématiques de liquidité. Et donc on a une forte sélectivité, donc les plateformes disent entre 3 et 5% des projets qui leur sont présentés sont proposés à l'investissement. Voilà. Merci, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sur le dernier, Oui. Si on cherche à lever 100 000 € par Oui. exemple à travers une plateforme en equity et qu'à la fin ils nous ont choisi, tant mieux, donc 2%. Et 3%. Et ensuite, si on n'a que 30 000 €, si finalement ils ont réussi à n'avoir que 30 000 €, ils peuvent. Comment ça fonctionne par rapport à ça? Je cherche 100, mais finalement j'ai 30. C'est comme avec les business angels, vous allez me dire. Mais... c'est pas tout à fait du tout ou rien comme sur le don contre contrepartie. Il y a un seuil minimum que vous fixez avec la plateforme, mais il faut que ça soit cohérent aussi avec votre business model. Si vous dites, moi j'ai besoin de 100 000 € pour développer ça ou ça, 30 000 €, ça ne va peut-être pas vous suffire à développer ce que vous cherchez à développer. Donc il faut aussi définir ce seuil minimum en cohérence avec votre business model. Et après, vous pouvez lever plus que ce que vous escomptiez au départ. Ça, c'est une possibilité aussi. Mais bon, souvent, il y a des pratiques un petit peu différentes entre les plateformes. Il faut leur poser la question. Il y a des équipes qui sont là pour répondre à ces questions-là. Donc, vous pouvez les appeler. Il y a des numéros en général. Vous leur posez toutes les questions que vous voulez. Et puis, il y en a une qui est plus accessible que les autres de toute façon, vous pouvez poser votre projet sur toutes les plateformes. Après, je ne peux pas vraiment me prononcer sur la réactivité des plateformes. J'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure, c'est que sur certaines plateformes, on a comme sur WeSeed, on a un processus de vote des gens. Donc ça veut dire que vous mettez votre projet, et, les gens vont voter, est-ce que ça les intéresse? Si oui, à ce moment-là, vous allez passer dans le processus suivant. Sur Smart Angel, je crois qu'on a un processus assez similaire où les gens mettent des intentions d'investissement. Et si on a un petit peu amorcé la pompe, à ce moment-là, on fait la suite. Donc on ne vous met pas trop de pression. Vous pouvez avoir 3, 4, 5 mois pour commencer à parler de votre projet, à réunir des gens autour du projet pour qu'ils puissent mettre des intentions d'investissement. Et puis dès qu'on est prêt, à ce moment-là, on passe en phase de levée de fonds. Oui. La question de madame fait poser une question pour tout ce qui est autour de la réussite de sa campagne de levée de fonds. Ouais. On a coutume de dire que pour une campagne avec don et contrepartie, pour réussir sa campagne, il faut une vraie stratégie de communication, pour mettre en place des vraies actions de communication pour attirer les prospects, les participants éventuels sur la plateforme et les inciter à participer. Quelles seraient vos recommandations
pour l'equity ou pour du prêt, sachant que tout à l'heure vous avez clairement dit qu'on avait une interdiction de communiquer. Je n'ai pas tout retenu, mais en substance, c'était ça. On n'a pas le droit de communiquer d'une certaine manière. Alors c'est vrai qu'il faut, il faut vendre votre projet. Alors sur le prêt, c'est un peu plus limité. Vous avez rarement de vidéos sur les projets présentés sur Uniland, vous allez rarement voir des vidéos. Vous allez voir une présentation de l'entreprise assez succincte. Vous allez voir à quoi sert l'argent qui est récolté. Évidemment, ça c'est vraiment une préoccupation principale qui porte le projet. Vous allez avoir des informations sur le bilan, des informations comptables. Donc vous n'allez pas avoir beaucoup d'informations. C'est sur la plateforme. Une fois qu'on voit ça sur la plateforme, tout est gagné. On adhère ou on n'adhère pas. Ouais. Mais d'un côté, tout ce qui est don, contrepartie, faire venir les gens, donc ça sous-entend PRP, comme du réseau, etc. De l'autre côté, pour le prêt, on ne s'adresse pas à la même cible de population. Mais du coup, comment est-ce qu'on les attire? Est-ce que c'est des plateformes, est-ce que c'est leur rôle aux plateformes de fédérer une population d'investisseurs potentiels, et c'est à eux, finalement, une fois qu'ils ont sélectionné un projet, de faire venir des investisseurs dessus, ou est-ce que le porteur de projet a lui un boulot à faire au niveau de la communication, et il est réglementé, ce travail de communication. Donc, je ne vois pas trop l'équilibre. Alors, effectivement, les plateformes, elles ont un rôle à jouer dans la promotion de leur plateforme. Donc, c'est attirer un maximum de gens qui vont venir participer au projet, investir. Donc ça contribue à élargir leur communauté d'investisseurs et à financer plus facilement des projets. Ça, c'est la première chose. Maintenant, oui, vous êtes limité en tant que porteur de projet dans la communication, mais encore une fois, on ne vous interdit pas de dire que vous levez des fonds sur telle plateforme. Et généralement, quand vous allez voir une plateforme de financement participatif en equity, que vous levez des fonds sur cette plateforme-là, ils vont vous dire que vous avez un effort à faire et que vous ne devez pas attendre que ça tombe du ciel. Vous ne devez pas attendre que ça tombe du ciel sur la plateforme. Donc ça veut dire que vous devez faire des actions, médias, presse, parler de vous localement, participer à des émissions télé, c'est arrivé. Donc voilà, donc vous pouvez parler de votre projet, vous pouvez évoquer le fait que vous soyez en financement participatif sur telle plateforme. Vous n'allez pas par contre dire les caractéristiques de l'offre d'investissement. C'est ça qu'il ne faut pas dire en fait. Voilà. Donc vous avez quand même une certaine liberté pour parler de votre projet. Lesquels finalement se font via une holding, vous parlez des holdings, une entité. Ouais. Lesquelles plateformes ont ça et lesquelles n'ont pas? Alors WeSeed fait ça. Je pense qu'ils ne le font pas systématiquement. Ça dépend du projet. Alors après, moi je n'ai pas les stats si sur tel ou tel projet ils ont fait une holding ou pas. Anaxago, je crois qu'ils le font aussi, mais pas sur tous les projets. Smart Angel, il me semble qu'ils ne le font pas systématiquement. Donc ça dépend un petit peu de la plateforme, de la volonté du porteur de projet. Est-ce que ça le gêne ou pas d'avoir de multiples investisseurs? Bon, après, si on a des outils sur la plateforme qui permettent de communiquer relativement facilement avec tous ces investisseurs, ça peut aider. On peut se dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une holding. Par contre, ça ne règle pas le problème de la liquidité. J'ai vu qu'il y avait des projets éligibles à la loi TEPA et d'autres pas. Ouais. Alors, je ne vais pas vous ressortir l'article du Code monétaire et financier, mais il faut réaliser de mémoire moins de 50 millions de chiffres d'affaires. Donc, a priori, c'est bon. Avoir moins de 250 salariés, être dans certains secteurs d'activité dont sont exclus, je crois, des secteurs liés à la finance. Voilà. Mais vous avez, il y a un article vraiment qui parle de ça. Mais en gros, 95% des startups et des PME. Sowefund, par rapport à la liquide, ne propose pas donc aux souscripteurs de réduction d'impôt. Oui, alors ça, c'est lié à la holding. Pourquoi? Parce que si vous voulez qu'il y ait une défiscalisation sur la holding, vous devez avoir moins de 50 personnes dans la holding, avoir 2 salariés dans la holding, etc. Donc c'est des contraintes impossibles à réaliser. Donc ce qu'ils font, Sowefund, c'est qu'ils disent effectivement il n'y a pas d'incitation fiscale à l'entrée. Par contre, vous pouvez avoir ces titres dans votre PEA, PME. Et donc s'il y a une plus-value, vous ne paierez pas d'impôt sur cette plus-value-là. C'est ça l'idée. C'est différent. Donc en gros, moi en tant qu'investisseur, je me dis oui, je peux avoir une défiscalisation à l'entrée, effectivement ça réduit beaucoup le risque.
Et puis, si je crois vraiment en l'entreprise, je me dis, je préfère avoir 0 imposition à la sortie qu'un avantage de 18% de réduction d'impôt à l'entrée. L'imposition à la sortie, c'est PEA, PME, ouais. Voilà. C'est 18% de réduction. 18% au moment d'investir. Ouais. Ouais. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Très bien. Merci. Bah, écoutez.